Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash, 2 sujets, des coups de gueule, des coups de cœur et 4 invités. Laurent Arthur Duplessis. Bonjour. Bonjour. Gérard Bardy. Bonjour. Bonjour. François Martin. Ça va, tu t'es souvenu de mon nom, c'est parfait. Mais ça, c'est dans les coulisses, François. N'oublions jamais. Et François Devoyer. Bonjour. Ok, messieurs. Alors, les sujets. Les premiers sujets, c'est les réseaux sociaux. Pourquoi tant de gens veulent-ils les réglementer ? Premier. Et le deuxième, ça va être droit du sol, droit du sang, un débat qui est revenu. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Voilà, on va développer. Allez, rendez-vous dans quelques secondes pour le début de l'émission. Les réseaux sociaux, faut-il les réglementer ? En fait, c'est un sujet dont on a parlé à plusieurs reprises dans l'émission et que je voulais vraiment mettre sur la table, parce qu'en fait, il y a des tentations, et qui sont particulièrement européennes, pour réglementer ces réseaux sociaux. Est-ce que c'est une bonne idée ? À quoi ça sert ? C'est tout ça qu'on va aborder dans les 20 minutes qui nous restent à peu près. C'est Laurent Arthur Duplessis qui s'y colle. Eh bien, il me semble que cette volonté de réglementer les réseaux sociaux émane des inquiétudes des tenants du politiquement correct, exprimées par Hillary Clinton, par exemple, il y a 2 mois dans une interview, qui disait « Internet et les réseaux sociaux sont en train de supplanter les médias classiques, c'est-à-dire les médias du système, en fait. Or, que voit-on ? Par exemple, lorsque certains disaient au début de l'épidémie de Covid que le virus s'était échappé d'un laboratoire de Wuhan. Ils avaient été traînés dans la boue comme des débiles mentaux ou des complotistes, ou les deux plutôt. Il y a unicité. Sans doute par les Chinois, non ? Qui n'étaient pas très Pas que heureux, les Chinois, non. du tout, absolument pas. Non, par les médias du système en Europe, aux États-Unis, etc. Pas que les Chinois. Or, la CIA elle-même vient de reconnaître que le virus s'est échappé d'un laboratoire de Wuhan. Américain, d'ailleurs. Oui. D'autre part, le sabotage des Nord Stream. On a entendu les inepties les plus majestueuses. Tous les grands médias ont accusé la Russie... Non, mais ce que vous êtes en train de me dire, Laurent, c'est que les réseaux sociaux disent la vérité ? Je suis en train de dire qu'il n'y a rien de binaire là-dedans. Ou les réglementer, en fait. Je dis qu'il n'y a rien de Il binaire. ne s'agit pas de les censurer, il s'agit de les réglementer. Je dirais qu'il n'y a rien de binaire. Quand les médias classiques, entre guillemets, se flattent de détenir systématiquement la vérité qui serait la résultante d'une méthodologie extrêmement rigoureuse et d'une impartialité sans faille, et que, à l'opposé, les réseaux sociaux, Internet seraient un ramassis de contre-vérités, je dis que c'est faux. Il n'y a rien de binaire là-dedans. Les torts sont partagés entre les deux. Au nom de quoi les réseaux sociaux seraient-ils extraterritoriaux ou pas réglementés par rapport à tout ce qui se passe dans le reste de la société ? C'est ça la question qui peut se poser. Un journal ne peut pas dire n'importe quoi. Au nom de la liberté. On est les mêmes. Enfin, ce système est quand même... ce débat, je dirais, et pas notre débat, mais d'une façon générale, il est d'une hypocrisie totale, parce que ce sont les mêmes qui disent « vive la liberté », mais quand la liberté va s'exprimer pour dire des choses qu'on ne veut pas dire, à ce moment-là, on va dire « ah ben il faut réguler », selon ton expression, voilà, en vérité, réglementer, en vérité, tordre l'information pour empêcher que l'on dise ce que nous ne voulons pas que l'on dise. Enfin, le mot incroyable, c'est le mot complotiste. Oui. Ce mot complotiste est totalement détourné de son sens, parce que au départ, l'information doit être complotiste. Je rappelle Bob et Carl, les duettistes du Watergate, c'est bien parce qu'ils ont été complotistes, c'est-à-dire qu'ils ont été chercher ceux qui avaient le dessous des cartes des politiciens. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes journalistes qui te traitent de complotistes, alors que c'est leur métier, mais ils doivent rougir de honte à l'intérieur. Ils ont montré la presse officielle, c'est la Pravda. C'est ça la réalité. Néanmoins, François, dans la presse officielle, il y a des choses qui ne sont pas dites parce qu'elles sont fausses et parce qu'elles ont été de manière multiple vérifiées comme fausses. Or, sur les réseaux sociaux, on se retrouve avec des nouvelles abracadabrantes
qui sont validés, revalidés par d'autres. Oui, mais Ça pose pas un aujourd'hui, problème le principal problème vient plutôt du fait que l'information officielle est verrouillée. C'est ça le problème de la société aujourd'hui. Donc c'est une échappée de liberté. Mais bien sûr, Okay. il vaut mieux qu'il y en ait trop plutôt que pas assez. Allez, l'autre François Devoyer. Alors, je pense qu'on mélange un peu tout à cette table. C'était le vice-président Vance, qui aujourd'hui, au sommet de l'intelligence artificielle, a déclaré il faut bien sûr réguler les réseaux sociaux quand il s'agit, pour un pédophile, d'aller attirer des enfants et essayer de les rencontrer, de les pervertir. À l'inverse, effectivement, ce qu'on appelle fausse information, cela doit être accessible et on ne va pas demander à un adulte responsable, a priori qui va chercher des sources et tenter de les hiérarchiser, de ne pas avoir accès à toutes les informations possibles sur Internet. Donc il y a déjà cette différence. Bien sûr qu'il faut censurer. Donc il y a un curseur qu'il faut mettre. Hein. Exactement. C'est-à-dire que tout ce qui est appel à la haine, à la menace de mort, insulte, oui, je pense heureusement qu'il faut réguler. Qu'est-ce que c'est que l'appel à la haine ? Quand on vous menace, quand on menace votre famille, quand on menace de vous tuer, ça m'est arrivé, donc je vous assure que c'est pas très agréable. Ah non, mais justement, là, vous mélangez tout. On est en train de dire que c'est de l'appel à la haine. C'est intéressant parce que François Devoyer dit, il y a très ça clairement... vous a échappé, mais il a dit, vous n'en avez pas été victime, sous-entendu, j'en ai été victime. Oui, bien sûr, moi, voilà. je l'ai vécu, c'est pas franchement agréable, je pense qu'il y a des gens, mais bien sûr, je pense qu'à cette table, on l'a tous vécu. Oui. Heureusement qu'on peut condamner des gens pour ce genre de propos. Enfin, ça me paraît normal. C'est la base étant la loi en France, hein, la loi de 1881, qui me semble très équilibrée. Et ensuite, ce qui est pervers, c'est toutes les lois mémorielles qu'on a ajoutées. 1880, c'est la loi sur la liberté d'expression, justement, hors menace de mort, appel à la haine, ce genre de choses. Totalement bafoué, d'ailleurs. Qui est totalement bafoué. Et justement, j'aimerais qu'on revienne à ça pour les réseaux sociaux. Autre sujet tout de même. Et j'en arrête là, c'est que les réseaux sociaux, c'est une censure de la nuance. Et c'est ça qui me gêne. Bien sûr, on est tous d'accord sur le fait que les grands médias manipulent, dissimulent, qu'ils ont un vrai mea culpa à faire, mais pour autant, n'idolâtrons pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tout s'y passe justement, et le pire, et en particulier, c'est la mort de la nuance à cause d'algorithmes. C'est la mort aussi de l'esprit critique, parce qu'on oublie, contrairement à une publication, qui la possède, qui la manipule, qui l'oriente. Or, un réseau social, je vous assure que quand Elon Musk littéralement écrit des mensonges, eh bien, il n'y a personne pour le contredire. Et il peut tranquillement dérouler ses sottises. Ça, on va en parler parce qu'il y a ce qu'on appelle en France la responsabilité de l'éditeur qui n'est pas mis en cause dans les réseaux sociaux. Gérard Bardy n'est pas intervenu. Gérard. Moi, je ne vois pas de grande différence entre réseaux sociaux et médias traditionnels, classiques. Pourtant, ils ne sont pas soumis aux mêmes règles du tout. Hein. Bien évidemment, ils ne sont pas soumis aux mêmes règles. Mais je crois qu'on doit défendre de la même façon la liberté d'expression chez les uns et chez les autres. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Il n'y a pas... C'est quoi? C'est expression ou responsabilité qui est le plus important? D'abord, la liberté d'expression. Quand on commence à toucher à cette liberté, on ne sait pas où on met les frontières, les limites, les sanctions, etc. Bien sûr que les médias traditionnels caviardent un certain nombre d'informations qui déplaisent au système. Cacher une vérité, c'est quand même aussi, de la part des médias respectables que nous connaissons depuis toujours, c'est quand même une grave faute. Il y a aussi des dangers qui exposent la vie de la démocratie. Alors bien évidemment, en face de ça, vous avez les réseaux sociaux, où là, c'est ouvert à flot permanent, et où vous avez le meilleur et le pire. Alors après, effectivement, c'est une histoire de limites à poser sur les contenus de ces réseaux sociaux. Alors, attendez, mais la loi de 1981, pour ce qui est de la presse de l'époque, elle avait 1880, j'ai dit combien? 1900 1800. Non, 1880. Et elle avait aussi fixé des limites que vous avez rappelées. Donc, il faut trouver une adaptation de ce principe aux médias d'aujourd'hui. Ça me paraît urgent. Je voudrais avoir votre opinion sur l'anonymat sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être laissé en l'état? En gros, il y a un anonymat quasi total.
Et on peut remonter à certaines sources. Hein. Il y a les fameuses adresses IP, il y a un certain nombre de choses comme ça. Mais enfin, c'est compliqué. D'un mot, dans la foulée, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je suis contre l'anonymat. Il faut assumer. Donc pour vous, ça c'est une réglementation, ça, c'est une réglementation à mettre en place. Vous assumez, vous êtes escalité d'écrivains, d'hommes politiques, de kidam. Juste de kidam. Voilà, qui exposent. Vous êtes tous sur opinions. cette ligne-là Laurent Arthaud Duplessis aussi. Il faut supprimer l'anonymat. Oui. Et effectivement, je crois que d'ailleurs, cette suppression de l'anonymat réduirait beaucoup considérablement la quantité de messages insupportables, je dirais, enfin scandaleux, quoi. François Martin. Ça dépend ce qu'on s'entend par réseaux sociaux. Moi, par exemple, qui m'intéresse beaucoup aux questions géopolitiques, en particulier aux conflits, je ne trouverai jamais rien d'intéressant, d'utile ou même de précis dans les médias traditionnels. Zéro. Par contre, si je vais sur sur YouTube, par exemple, à condition de savoir chercher, je trouverai des choses, je trouverai des informations que je peux recouper, reconnaître comme factuelles, ce qu'a dit le général israélien. Sachant qu'il y a énormément de bêtises qui sont dites c'est ça, sur il faut YouTube savoir comme chercher, ailleurs. je dirais, mais il y a de la matière à nous ensuite d'aller chercher ce qu'il faut. Mais je pense que la régulation, ma question sera c'était pire que le l'anonymat, mal. François. Non, mais l'anonymat, pas, il faut que les informations soient sourcées, c'est clair. Si quelqu'un te dit quelque chose, si tu sais pas qui c'est, il faut que tu saches qui c'est. François Doyer, il y a une Bien sûr, unité où vous êtes... Oui, anonymat, bien sûr qu'il faut le supprimer. Enfin, ce serait idéal, mais ça n'arrivera jamais. Mais pourquoi Parce que c'est pas l'objectif des réseaux sociaux, c'est de faire de l'argent. Hein. C'est pas c'est pas pour la bienfaisance et la. Une information signée et authentifiée toute façon quand elle est signée, quand il y a une signature. C'est moi qui ai dit ça, c'est authentifié de toute façon. Oui, mais pour le moment. Chacun peut se cacher derrière un pseudo, derrière même le nom de quelqu'un d'autre pour lui attribuer. Donc ça, c'est quelque chose qui doit changer. Sauf qu'on est clairement... C'est un enjeu vous pensez que c'est un enjeu de puissance. Vous prenez la propagande qui est vue aussi bien côté américain que côté russe, c'est fascinant. Je veux dire, bien sûr, quand on parle de bots et des deux côtés, c'est très clair. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a précisément un an, j'ai un ami qui est mort en Ukraine. Il travaillait dans l'humanitaire. Il a été tué par un drone russe. Je le connais depuis sa naissance. Donc, il avait 42 ans. Eh bien, j'ai vu immédiatement des fausses informations circuler, disant qu'il faisait partie de la division Azov, disant qu'il était un agent de la CIA. Mais je peux pas trop en parler parce que j'ai pas envie de gêner sa famille ou sa mémoire. Mais il était beaucoup plus pro-russe que tous les gens qui peuvent m'entourer. Il avait une grande fascination, une grande admiration pour le régime russe. Il n'a jamais, d'une façon ou d'une autre, fait partie du moindre service de renseignement. Et vous n'imaginez pas les photos, mais retweetées des centaines de milliers de fois de lui, soi-disant lui, ça n'était bien entendu pas lui, mais tous les abrutis, en l'occurrence pro-russe, mais il y a exactement la même chose côté pro-américain ou pro-ukrainien, qui ont tous brandi l'idée, oui, c'est sûr, c'était un agent secret, si les Russes l'ont tué, c'est qu'ils le méritaient, c'était une saloperie, etc. Je vous donne cet exemple parce qu'il est précis, il est vécu, mais vous en avez, hélas, des centaines de cas. Et ça, c'est un problème, parce que les gens comme François Martin ont l'intelligence de hiérarchiser les sources, d'aller effectivement... faire le tri. De savoir faire le tri. Malheureusement, l'immense majorité des gens qui vont sur ces réseaux sociaux le font pour se défouler et non plus de repères culturels et non plus l'esprit de discernement qui permet justement de distinguer la fausse information de l'intérêt vraiment utile, de quelque chose d'utile pour une... Sachant qu'on a affaire à des gens extrêmement jeunes, c'est ça, dans la plupart des cas, très manipulable. Sociaux, hein. Et moi j'ai peur, à mon sens, le complotisme, ça c'est un vrai désaccord, c'est le miroir inversé du wokisme. C'est à la droite ce que le wokisme est à la gauche. C'est la facilité intellectuelle, c'est se livrer à toujours imaginer le mot. Attention, je pèse les mots sur le complotisme, c'est vraiment l'idée qu'il y a un complot mondial pour nuire, qu'il y a toujours quelque chose derrière. C'est marrant ce parallèle wokisme complotiste. Je me demande si on ne pourra pas en faire un petit sujet d'émission. J'aimerais bien, et en tout cas, c'est là que sur ces réseaux sociaux, cela fleurit et ça m'inquiète beaucoup. Néanmoins, je vous trouve très défaitiste sur le fait que, au minimum, la levée de l'anonymat
qui semble être un premier pas, hein, parce que ça ne remettrait pas en cause la liberté dont parle François, l'intérêt d'aller creuser, mais vous dites que ça n'est même pas possible. Est-ce qu'au moins ce serait possible en France ou en Europe ? Je dirais que c'est ça, ceux qui lisent une information qui est non sourcée, à la jeter à la poubelle tout de suite. Enfin, pour moi, c'est évident. Si je sais même pas qui a dit ça et qui a fait ce commentaire, ça n'a aucun sens. Si je sais au moins de quel journal ça vient, de quel journaliste, de quel expert, etc., je peux vérifier éventuellement si c'est lui, si on n'a pas caviardé ses paroles. Il y a une histoire de certification, la première de certitude de l'origine. C'est son propre texte. Une sorte d'AOP de la news, quoi. Ben oui. Je voudrais répondre à François Martin qui parle pour la deuxième fois des sources. Oui. Mais les médias traditionnels, les médias quasi officiels, comme les grandes agences de presse, etc., vous avez vu le nombre de fois où ils utilisent l'expression de bonnes sources, de sources sûres, de sources autorisées ? Moi, j'ai fait 40 ans de journalisme, dont 15 ans à l'agence France Presse. Je peux vous dire que le nombre d'informations payé par Zuckerberg. Dont j'étais pas absolument certain, etc., et que je mettais de bonnes sources ou de sources proches du pouvoir, eh bien, je fais bas ma culpe, j'en ai quand même diffusé. Ce n'est pas un exemple de bonne information. Aujourd'hui. Oui, mais c'est des pourvoyeurs quand même d'informations. Mais c'est quand même vérifier une source énorme. Moi, j'étais journaliste à l'AFP au temps de Jean Marin. Je peux vous dire que c'était pas quand même la même musique. Ça remonte, mais on avait vraiment des règles que nous respections, et quand on se faisait coincer, et d'ailleurs Jean Marin disait une information, ça ne fait pas une information, ça reste une rumeur. Une information commence à partir de deux sources. Vous expliquez que c'était sérieux, justement. C'était sérieux. C'était sérieux. Aujourd'hui, tout le monde se cache derrière... Plus ou moins, il y a des médias encore tout de même de qualité. On identifie le média qui, lui, est connu et qui a pignon sur rue. C'est la différence. Mais autrement... la CIA peut acheter les grands médias traditionnels, mais ne peut pas acheter les multiples de petits médias. Comme vous dites, dont l'AFP, regardez l'USN, regardez ce qui se passe, etc. Mais je dirais que d'une façon globale, si on peut dire d'une façon globale, le match a déjà été arbitré par l'achat de X par Elon Musk et par le fait que Zuckerberg... Mais Elon Musk, c'est celui qui dit je termine juste, pardon. Oui, et par le fait que Zuckerberg est allé à Canossa en disant je modérerai plus les contenus. Donc, je veux dire, cette guerre qui était la guerre entre le contrôle... L'avantage du contrôle d'une part et l'avantage du non-contrôle d'autre part, elle a été gagnée par les libertariens, je dirais. Oui, mais c'est totalement contradictoire avec ce que vous venez de dire, François. Et cette unanimité autour de la table qui est de dire, au minimum, lever l'anonymat. Or, Musk, quand il a racheté X, il a supprimé les comptes vérifiés, les comptes certifiés dont on connaissait l'origine. Donc, il a rendu payant cette certification. Oui, et en l'éliminant d'ailleurs d'une certaine manière. Globalement parlant, il laisse quand même passer beaucoup plus de choses que ne laisser passer le système avant lui. Donc, étant donné que les États-Unis sont l'épicentre de tout ce système informatique, il faudrait effectivement que la législation américaine, puisque c'est par là que ça passe, instaure l'obligation, effectivement, de montrer l'identité des intervenants. Et là, la balle est dans le camp du Parlement américain pour légiférer dans ce sens-là. Ah oui ? Ça m'avait échappé. Et oui, et éventuellement inscrire un nouvel amendement dans la Constitution américaine, si besoin, dans ce sens-là, puisque... les grandes firmes sont américaines et tout part des États-Unis. Donc, effectivement, il faudrait une intervention du législateur américain pour imposer aux grandes sociétés informatiques l'obligation de pouvoir identifier les intervenants, effectivement. Ce serait... À l'image de ce que l'on voudrait faire sur le porno et empêcher les mineurs d'avoir accès au porno. C'est-à-dire d'avoir une carte de crédit, je crois que c'est une double validité, carte de crédit et pièce d'identité vérifiée. Donc ce serait quelque chose comme ça qui ne s'appliquerait pas au porno, juste au... Ça ne se fera pas, c'est une certitude. C'est une manne financière colossale et un moyen de manipuler l'opinion internationale absolument incroyable. Je veux dire, il faut vraiment
pas faire preuve d'irénisme. Elon Musk, c'est tout sauf un saint, et il a bien sûr en main un outil de propagande incroyable qu'il va utiliser à son avantage, il n'y a aucun doute. Et alors, effectivement, donc vous pensez que sa position au cœur du système américain fait que ce dont parle Laurent n'aura pas lieu? Ah non, c'est une certitude. C'est une certitude. Mais pour moi, il n'y a même pas de doute. Okay, il a failli d'ailleurs acheter TikTok. Là, on est en territoire américain. La bonne cause que la mauvaise, je pense que c'est ça. Là. Oui, mais pardon, là, on parle du territoire américain. En Europe, si ce n'est en France, en Europe, on a la liberté d'imposer nos règles au reste du monde. Puisque finalement, les réseaux sociaux, c'est aussi une source que l'on peut tarir pour une source qui ne respecte pas nos règles. Est-ce que c'est à nous d'y aller ? À de montrer l'exemple ? Ça sert à rien, c'est comme si on voulait arrêter la mer, quoi. Ouais. Ça sert à rien, ça. La seule chose, si on peut se concentrer sur un certain nombre de points, effectivement, la pornographie, la pédopornographie, un certain nombre de choses spécifiques sur lesquelles on doit être d'une dureté totale. Mais sinon, ça veut dire qu'il faut arrêter la mer. Donc ça, c'est pas possible. Ça sera le mot de la fin. Ça n'empêche pas quand même obliger, de mettre fin à l'anonymat. Moi, je crois que ça, c'est possible et que c'est souhaitable. Ça règle pas tout, même si ça règle que 20% du problème, prenons-le. Et puis, deuxièmement, adapter cette loi de 1881 aux médias d'aujourd'hui, aux réseaux sociaux, avec un certain nombre de choses qui permettent rapidement, avec des lois, d'attaquer quelqu'un qui vous traite de pédophile, qui nuit à votre réputation, qui porte atteinte à votre honneur, ou qui harcèle vos enfants, ou que sais-je. Ça, c'est quand même possible. Gérard, vous vous rendez compte que c'est en contradiction complète avec ce qu'on dit tout le monde en disant, en gros, liberté totale sur les réseaux sociaux. Une chose, c'est de mettre de l'information, et autre chose, c'est d'insulter quelqu'un. Oui. Effectivement, le fait que la jeune Mila ait reçu des milliers de mails d'insultes et qu'on n'aille pas chercher, alors que c'est très facile de retrouver qui c'est, et le lendemain, il y a les gendarmes qui disent... Non, c'est pas facile du tout, ça demande un acte de justice, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué, mais ça devrait être d'une simplicité totale. Ah ben, ça devrait. Voilà, là oui. Il faut le rendre possible, et il faut le rendre possible au niveau européen, pour pas qu'on reste dans notre petite coquille de franco-française. Donc on ne parle pas de censure, ça, si je synthétise... De régulation. La censure, les opinions doivent rester libres et on peut continuer à trouver sur les réseaux sociaux tout et n'importe quoi. En revanche, responsabiliser les gens et être capable d'aller chercher ceux qui insultent, qui harcèlent. D'ailleurs, par le code identifiant, techniquement, on peut parfaitement... Mais bien sûr, ça c'est la fameuse adresse IP, mais c'est pas si simple. Idem, les insultes, elles sont utiles puisqu'on se rend compte que plus les propos sont extrêmes, plus les gens restent sur les réseaux. Oui. Et or, le but des algorithmes des réseaux sociaux, c'est justement que nous soyons le plus longtemps possible connectés. Bien sûr. Et que le cerveau soit le moins disponible possible à autre chose. Donc effectivement, les insultes, les coups de gueule, les cas litigieux sur les... Oui, non, mais je veux dire que tout ce qui est extrême favorise l'algorithme. C'est là où moi, ce qui m'inquiète, c'est la perversion. Alors, on est tous d'accord sur la perversion des médias traditionnels. En revanche, à titre personnel, je suis inquiet des nouvelles perversions que vont engendrer ces réseaux sociaux, en particulier... l'enfermement dans une communauté... Exactement, dans un silo, dans une bulle de confort intellectuel, l'incapacité à hiérarchiser l'information, effectivement, et la mort de la nuance, la mort de l'exercice de discernement. Et ça m'inquiète beaucoup à terme, parce que là, vous pouvez littéralement abrutir une génération entière, à l'échelle mondiale. On a déjà commencé. Là, oui, je suis convaincu qu'on a déjà commencé. Largement, mais maintenant, on a les outils pour, j'allais dire, accélérer... En fait, on a tous les outils pour mettre en place une dictature incroyable. Absolument. Le totalitarisme de demain, en tout cas, il ira dans du beurre. On l'a vu avec le Covid. Et en même temps, François, la mort de la nuance, la presse de masse papier avait déjà largement commencé à mettre à mort la nuance. Déjà, Ouais, non. Il y avait quand même beaucoup. Non, vous aviez des grande diversité. Exactement. Ouais. Et en même temps, pour finir sur une note positive, je pense que c'est beaucoup aussi une question d'éducation. Parce que je pense qu'il y a tout et n'importe quoi, effectivement, dedans. Et on peut trouver les pépites là-dedans. L'important, c'est ce qu'il y a dans le cerveau. Est-ce qu'on garde le libre arbitre? Est-ce qu'on dit je cherche quelque chose de qualité? Où je vais le chercher? C'est le fait d'être abruti, c'est aussi une question d'éducation familiale et c'est aussi à l'État dans
enseigné. Alors, est-ce qu'on enseigne encore aujourd'hui la philosophie, la capacité de penser, la capacité de discernement? Le problème, il est là, à mon avis. François, ce que vous dites... Il n'y a pas de politique véritablement pour rendre aux gens leur libre arbitre. C'est moi qui vais conclure, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est presque une nouvelle matière à l'école. Ah, évidemment. C'est discernement dans les médias, c'est comprendre l'environnement informatique, c'est rendre au numérique. peuple C'est la disparition de la culture des humanités qui donnait les outils conceptuels. C'est une catastrophe sociale. C'est le fond du problème. Oui, c'est le fond Et du démocratique. problème. Et démocratique. si oui, tu as et ça- connaître l'histoire aussi, ça Et si permet tu de... as ça, tu peux fournir C'est aux gens de philo-histoire, la matière comme ça. Tu peux penser qu'ils seront capables d'aller, ou mieux peut-être d'aller chercher et de ne pas se faire avoir, entre guillemets. Mais... Écoutez, messieurs, on en conclut là. J'ai trouvé que c'était passionnant et alors beaucoup plus nuancé que je n'imaginais, je vais vous dire. Donc, j'étais parti avec mon home et mon épée et finalement, je n'ai pas eu besoin. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième sujet. À tout de suite. Rebonjour, droit du sol, droit du sang. Alors d'où ça vient ? D'abord, c'est un débat qui a eu lieu maintes fois en France, mais dernièrement, c'est Gérald Darmanin, le garde des Sceaux actuel, qui a remis une louche sur ce sujet, à mon sens, à la lumière de ce qui se passe à Mayotte. Et donc, je voudrais qu'on débatte de ça. Est-ce que c'est nécessaire, ce débat ? Est-ce qu'il y a des modifications à faire sur le droit français, qui est le droit du sol ? Voilà, c'est François Martin, je crois, qui lève la main en premier. Je vous raconte une histoire en 1 minute, vous allez comprendre tout de suite. Quand je faisais du sucre au début de ma carrière, je vendais au Congo. Tous les importateurs congolais sont ce qu'on appelle des Westaf, c'est-à-dire des Maliens, des Sénégalais. Mon principal client, qui était immensément riche, était un jeune Malien, excessivement intelligent. Et un jour, il m'a dit, tu sais, François, j'ai 3 femmes. J'en ai une, je l'ai fait accoucher en Suisse. Une autre, je l'ai fait accoucher à Paris. Et la 3e, j'ai fait accoucher à New York. Comme ça, quand j'ai besoin d'aller quelque part pour mes affaires, c'est facile, j'ai pas besoin de visa. Donc, pour le monde entier, le droit du sol, à l'heure de l'avion, le droit du sol n'a plus aucun sens, parce que tu peux aller accoucher n'importe où. Donc, encore faudra-t-il en avoir les moyens, c'était vrai à une époque où on avait besoin... Très cher. Oui, mais... à l'heure de l'avion, ça n'a pas de sens. À l'époque où le sol était vraiment le lieu d'une résidence, ça avait du sens. Mais dans un système totalement mondialisé, que l'on vienne à pied, par bateau ou par avion, ça n'a plus aucun sens. Pourquoi c'est maintenu ? Parce qu'on est toujours dans une espèce de guerre planétaire, gauche contre droite ou conservateur contre progressiste, et les progressistes ont un certain nombre de bastions sur lesquels ils s'accrochent comme des fous parce que ça leur permet de maintenir tant qu'ils peuvent une sorte de domination. Et bien ça, c'en est un. Même s'il n'a plus de sens, ça permet de crier comment, fasciste, etc. Et puis d'essayer de maintenir le bastion jusqu'à temps qu'il tombe. Mais historiquement parlant, ça n'a plus de sens. D'ailleurs, le droit du sol n'a plus de sens. Okay. On a déjà eu cette conversation-là, d'ailleurs, il y a 1 an et demi, je crois. Force est de constater que la députée Estelle Youssoufa, mahoraise, femme de couleur, comme on dit, est une fervente... elle est férocement hostile au droit du sol, étant donné que son île est submergée par les Comoriens, entre autres. Les Comoriens, etc. Et on voit bien que là, il n'y a aucun clivage raciste, puisque les Mahorais sont plutôt noirs. C'est un clivage, je dirais, de bon sens citoyen, si on peut dire, car cette île, notamment, est submergée par les phénomènes de délinquance inhérents à la précarité, au surnombre, etc. Bon. Et Estelle Youssoufa, finalement, est une avocate extrêmement éloquente et, je dirais, très brillante et remarquablement talentueuse,
de l'abolition du droit du sol. Et elle aurait joué un rôle énorme pour relancer ce débat. Alors, ok, la raison, c'est parce qu'elle est mahoraise et que Mayotte est envahie par les Comores. Oui. La question, c'est est-ce que ce droit du sol qui existe en France, alors qui n'est pas aussi total qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, le droit du sol, c'est le 14e amendement et c'est pas simple à réformer. Trump voudrait le réformer, il va avoir partie difficile. Mais est-ce que cette adaptation, elle doit avoir lieu à cause des Comores sur l'ensemble du territoire ou est-ce qu'elle doit avoir lieu aux Comores parce qu'il y a une situation particulière? Gérard Bardy. Mais il n'y a pas que les Comores. Regardez, moi, un département d'outre-mer que je connais très bien, c'est la Guyane. Oui. Mais la Guyane est à peu près aussi submergée et depuis aussi longtemps. Ah, c'est intéressant parce qu'on en parle beaucoup moins. Ah oui, on en parle beaucoup moins. Venant de... Par les Brésiliens en particulier. Oui. Par les Brésiliens au sud et par les Surinamiens au nord, qui traversent le Maroni avec des barques de nuit et qui envahissent, qui sont très nombreux. Et vous en avez même qui passent par la mangrove avec des embarcations de fortune et qui sombrent, et les malheureux, avant de toucher terre. Donc, parce que là aussi, ils viennent en France, pourquoi? Pour les soins médicaux, pour pouvoir passer en métropole. Ils viennent pour les orpailleurs aussi. Alors, il y a des orpailleurs qui viennent par la forêt profonde, ils viennent plutôt par l'ouest. Non, ils viennent pour des raisons sanitaires, évidemment, parce qu'ils viennent se faire soigner et puis accoucher, etc. Mais aussi, ils sont dans des campements, notamment l'un des deux bagnes qu'il y avait, non pas sur l'île du Salut, mais sur le continent, eh bien, c'est complètement envahi aujourd'hui par des clandestins brésiliens et qui font des gosses et tout, parce qu'aussitôt, ils ont des aides qui vont avec, mais ils vivent tellement mieux. Vous nous avez appris, en tout cas à moi, vous avez appris que la situation de Mayotte se reproduisait en Guyane. Est-ce que pour autant, ça veut dire que si modification du droit du sol versus le droit du sang, il doit y avoir, est-ce qu'elle doit être étendue à tout le territoire français ou est-ce qu'elle doit se limiter aux endroits où c'est... J'ai plutôt tendance à vous dire qu'elle doit s'étendre, cette interdiction, enfin cette suppression du droit du sol doit, selon moi, au moins dans un premier temps, concerner l'ensemble du territoire de la République. Étant entendu que comme je ne suis pas tout blanc, tout noir, que je connais la vie, je crois qu'il peut y avoir dans cette loi des cas spécifiques, particuliers, qui peuvent être étudiés et des naissances sur le sol qui peuvent être admises. Mais cette généralité, ce tout permis, non, il faut y mettre fin. Pardon, Non, je t'en prie. J'allais dire, ça contribue à régler ce problème de l'immigration non maîtrisée et au bénéfice aussi bien de la population française que des immigrés eux-mêmes. Moi, je suis catholique pratiquant, je suis pas fier quand je vois tous ces migrants ou ces gamines de 16 ans, 17 ans qui accouchent en plein hiver sous le périphérique. J'ai vu une gamine de moins de 16 ans accoucher, je l'ai vue dans une tente igloo. J'étais avec une patrouille de la Croix-Rouge et elle sortait son gosse comme on peut l'imaginer. Il gelait à -3 et il y avait une dizaine de rats qui étaient en train de bouffer les immondices autour de cette tente. Ça me rend pas fier. Il faut arrêter cette espèce de bon sentiment qui dégouline et qui n'a aucun sens. C'est de la démagogie. C'est un bastion de la gauche et c'est stupide. Bien entendu, il est temps de supprimer le droit du sol, au moins temporairement, au moins... le temps que la situation s'améliore, se régule. Ce qui est fascinant, c'est de voir la gauche qui habituellement vomit la tradition, qui exècre la mémoire historique, qui dégueule sur la chronologie, vous faire une espèce de frise jusqu'à 1315, à l'édit de Caracalla, jusqu'à 1515, autre édit qui a permis d'asseoir le droit du sol, puis 1851. Alors là, d'un coup, la mémoire lui revient, c'est fascinant. Pour défendre le droit du sol, on a droit à un cours d'histoire comme on aimerait en avoir davantage sur bien d'autres sujets. Très étonnant de voir ça. La réalité, c'est que le droit n'a rien de sacré ni d'intangible. C'est un très beau débat sur qu'est-ce que l'état de droit. Il s'adapte aux situations. Il était naturel que dans un pays, François Martin le disait très bien, où les gens restaient globalement là où ils étaient nés
et qu'ils voyageaient peu, ils se déplaçaient peu. Et sur ce qui change tout, c'est la mondialisation. Le droit du sol était consolider la essentiel. nation. Exactement. Aujourd'hui, le sol déconsolide la nation. Exactement. Aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. En revanche, je vais vous dire, ça n'est pas un enjeu dans le sens où, dans un pays normal, avec ou sans droit du sol, toute personne qui rentre illégalement, on devrait pouvoir la chasser et on ne devrait pas avoir 330 ou 380 000 entrées légales. C'est-à-dire qu'on en vient à demander la suppression du droit du sol parce qu'on est incapable de réguler l'immigration. La réalité, c'est qu'on pourrait, sans modifier le droit du sol, la réguler si on avait des dirigeants capables et avec un peu de volonté et de courage. Et vous prenez l'histoire du droit du sol, oui, on peut s'adapter à des petites populations. Bien sûr qu'on peut l'attribuer dans des cas particuliers, des réfugiés espagnols, bien entendu, c'est le pays voisin, il y a une forme d'amitié, mais quand vous avez des kwassa-kwassa, c'est les bateaux, vous savez, qui vont des Comores à Mayotte, qui franchissent délibérément la mer illégalement pour venir faire accoucher des femmes déjà enceintes dans des situations de danger, dans des situations abominables, ça c'est une guerre qu'on nous mène. C'est une guerre. Et dernier point, la Nouvelle-Calédonie. Fascinant encore une fois, comme le système s'adapte. On a pu là-bas, au sujet du référendum sur l'indépendance, faire voter les gens en dehors de ceux qui s'étaient installés depuis 1990. Ah là, ça nous a pas gêné de piétiner le droit du sol et de piétiner le droit électoral. Donc on sait s'adapter quand il le faut. Quand ça arrange le système, on sait le faire. À nous maintenant d'imposer aussi nos enjeux et nos débats. Il faut pousser les politiques qui veulent un référendum sur la question. Alors je voudrais faire... peut-être redéplacer le débat au niveau politique française. Parce qu'en fait, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte d'instrumentalisation de Gérald Darmanin qui met sur le terrain un sujet qui finalement n'est pas du tout dans le top des préoccupations des Français, hein, et qui est aussi, parce que vous savez que les préoccupations des Français, c'est le chômage, le pouvoir d'achat, l'inflation, l'immigration, oui, quatrième, cinquième. Mais c'est pas au top de leurs préoccupations. Est-ce que c'est pas une manière... Et l'insécurité. Et l'insécurité. Oui. Est-ce que c'est pas une manière pour les politiques, finalement, de déplacer le débat sur un sujet, on va pouvoir débattre de ça, mais on va pas pouvoir faire grand-chose, plutôt que d'agir sur les trucs qui sont véritablement importants et qui sont peut-être beaucoup plus structurants pour l'avenir du pays. L'inflation, le pouvoir d'achat, c'est des choses... La dette, j'ai même pas parlé de la dette. Je partage pas ça, moi. Je pense que c'est un sujet extrêmement sensible. Peut-être qu'il n'apparaît pas comme un des sujets principaux, mais en fait, il l'est. Parce que la question des frontières est totalement intangible dans la psychologie d'un peuple. Alors là, moi, je dirais deux choses. La première, c'est qu'on peut très bien faire fonctionner un pays avec une grande quantité d'étrangers. L'Arabie Saoudite fonctionne parfaitement bien, le système de visa fonctionne. Vous avez votre visa, vous venez, vous n'avez plus votre visa, vous partez. Pardonnez-moi, mais je ne crois pas qu'il y ait grand monde autour de la table qui a envie de vivre en Arabie Saoudite. J'ai pas dit ça, mais je dis que ça fonctionne. C'est un pays qui fonctionne, avec 70 ou 80% d'étrangers. Avec des domestiques à qui on enlève le passeport. Il y a beaucoup d'étrangers, il y a énormément d'étrangers qui travaillent bien là-bas et qui ont des activités, etc. J'aurais bien aimé que vous nous trouviez un pays plus proche de nous. Qui n'ont pas le passeport saoudien. Ce que je veux dire, c'est que la modernité permet très facilement de faire fonctionner un pays avec une quantité d'étrangers importante. L'autre chose, je voudrais finir par ça, c'est que ça crée un phénomène de double nationalité qui, du coup, est extraordinairement pervers. Parce que vous avez une nationalité de recours qui vous sert pour avoir des visas ou pour venir toucher l'argent, etc. Alors que vous vivez en Algérie, par exemple, et que vous touchez, etc. Et puis, d'un autre côté, vous êtes dans votre cœur, vous êtes véritablement un Algérien ou un... etc., etc. Donc, ça crée quelque chose qui est pervers parce que vous avez le droit de vote quand même. Vous avez le droit de vote alors que dans le fond, vous ne vous sentez pas de ce pays. Il y a quelque chose qui cloche là. Alors que vous auriez par exemple... Mais en quoi le droit du sang changerait quelque chose ? Le droit du sang, si vous n'êtes pas originaire de ce pays, le droit du sol vous favorise la double nationalité puisqu'il favorise l'installation des étrangers avec la nationalité française. Si vous êtes étranger, vous vivez dans le pays, les choses sont claires. Vous pouvez avoir vous des votez ancêtres pas, et puis c'est tout, d'un autre pays, par droit du sang, vous êtes français, et pour autant, vous avez des racines dans d'autres endroits. Oui, mais à ce moment-là, si vous êtes... ça va changer quelque chose. Si, à ce moment-là, si c'est le sang, ça change. Voilà. Comme les Chinois. Mais ça, un Chinois qui vient en France, qui obtient la nationalité française, il doit renoncer. perd
automatiquement la nationalité chinoise. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il faudrait perdre le droit à avoir deux passeports, une double en même temps, nationalité. évidemment. Oui. Ça me paraît aller dans le même sens, moi. D'accord. Une clarification du Vous rôle. n'avez pas autour de vous, dans votre famille, dans vos amis proches, des gens qui ont épousé un étranger, une étrangère, et les enfants ont un pied dans chaque pays sans que ce soit problématique? Moi, je pense qu'on se trompe d'enjeu. C'est dérisoire la double nationalité. Encore une fois, et qui on laisse rentrer chez nous? C'est le seul sujet. Moi, j'ai pas envie. Je connais des franco-allemands, des franco-suisses, des franco-italiens. Je crois pas que ça pose de problème à qui que ce soit à cette table. Ni qu'il soit français, La sans vraie double question, nationalité. voilà, il faut être très clair. C'est tout de même une immigration de remplacement, une immigration de peuplement, une immigration qui est là voilà, le nombre de prénoms musulmans à la naissance est passé à près de 30% selon les chiffres de Jérôme Fourquez. C'est glaçant. Et encore une fois, droit du sol ou non, c'est pas la question. C'est quels sont les outils aujourd'hui pour empêcher ces gens de venir chez nous. C'est un des outils, Voilà. quand même. Ça pourrait être un des outils. Je dis pas que ça n'est pas l'outil, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. Et bien sûr que moi, je suis pour sa suppression, en tout cas sur une période de 20 ans, mettons, le temps de réguler les choses. Mais aujourd'hui, c'est Et un manque de remplacé par volonté quoi politique. si on la supprime? Mais temporairement, le droit du sang, Le classique. choix hein. comme... Enfin, je parle Les pas du États-Unis, droit du c'est le droit sol. du sol, Oui, hein, je sais, à 100%. je sais. Il n'y a rien Non, que ça. Hein. Non, mais C'est Comme un c'était pays le cas en d'immigration Allemagne. en tradition, mais Comme c'est pas c'était le notre cas en Allemagne avant 2002, hein. C'est Exactement. Schröder. C'était Non. fascinant de voir les chiffres de l'immigration en Allemagne avant et après 2002. J'avais travaillé sur un atlas des migrations justement en 2005, donc juste après D'accord. l'ouverture de cette loi. À l'époque, il n'y avait donc en Allemagne qu'un stock d'immigrés. C'est-à-dire que c'était les mêmes personnes. Il y avait d'ailleurs un biais absolument scandaleux que j'avais fait remarquer à l'auteur de l'ouvrage. Moi, j'étais la petite main. C'est que en France, on comptait les 3 millions, on comptait effectivement 1 million d'immigrés qui étaient les gens qui n'avaient pas encore acquis la nationalité. Sauf que beaucoup avaient été naturalisés sur ces 50 ou 60 dernières années. En Allemagne, à l'époque, il y avait effectivement 3 millions d'immigrés, mais parce qu'ils n'avaient jamais été naturalisés depuis l'origine de la République fédérale d'Allemagne et de la réunification ensuite. C'est-à-dire que ça change totalement la donne. Vous avez tout de même la main sur qui va pouvoir rester dans le pays. Et le jour où vous décidez, alors c'est toujours délicat parce qu'il faut des pays pour reprendre ces gens, mais de les chasser, eh bien, vous pouvez au moins tenter le bras de fer. Nous, c'est terminé. Je veux dire, la vraie question derrière la question du droit du sol, derrière même, rêvons un peu qu'on obtienne un moratoire sur l'immigration et que l'immigration soit entièrement coupée pour les 10 prochaines années, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont déjà chez nous, qui ont déjà la nationalité française et qui ne veulent pas vivre comme des Français. C'est quand même un Imagine que enjeu. tous ces gens-là aient la nationalité de leur pays d'origine, qui restent, qui travaillent, etc. Les choses seraient totalement différentes et beaucoup plus claires. Parce que le jour où ils disent la France, on dit bah écoutez, vous rentrez chez vous. C'est ça. Tandis qu'aujourd'hui, il dit ah bah je suis français, donc tu te trouves coincé. Ça ne l'empêche pas de vivre en très bonne intelligence, mais ils sont étrangers. Les Français sont français. Ça serait tellement plus simple. Oui. Ok. Laurent Arthur Duplessis. Il est vrai que le droit du sol... Ce sera le mot de la fin. Hein. Le droit du sol est bien un problème, mais il y a aussi l'immigration légale qui est un problème parce que Bah oui, bien sûr. on n'installe pas des filtres et des sélections comme le fait le Canada ou comme le fait l'Australie ou comme le font les États-Unis. Et donc, il y a une façon indiscriminée d'accepter une immigration légale par regroupement familial, etc., qui fait que finalement, on a un nombre d'immigrants légaux colossal qui contribuent à ce grand remplacement. Et force est de constater d'ailleurs que les taux de chômage sont proportionnellement plus élevés à la fois dans ces populations immigrées. Et on nous dit l'immigration va payer les retraites. Et on voit qu'on a un chômage qui est à peu près à 8%, je crois, maintenant. C'est ça. Les jeunes, les jeunes des banlieues sont particulièrement frappés par ce chômage. Et en même temps, on se rend compte que l'intégration au monde du travail est très très faible donc chez eux. Les restaurateurs ont du mal à trouver des personnels, etc. Et on constate que finalement les employeurs emploient des illégaux à des prix très bas et que dès qu'il y a régularisation de ces illégaux,
Alors les conditions d'emploi sont plus les mêmes, il faut les déclarer, ça coûte Payer des charges, beaucoup tout plus ça. cher à l'employeur. Oui, ça c'est le coût du travail en France. Et donc ce fraîchement légalisé, il va se retrouver au chômage et à Pôle emploi, tandis que l'employeur va se tourner vers d'autres illégaux qui, à leur tour, pourront faire la plonge à un prix très, très inférieur, etc. C'est vraiment un système extrêmement vicié. Oui, ce qui veut dire aussi qu'il y a bien le lien entre immigration et économie, et que le problème du coût très élevé du travail en France a aussi d'autres répercussions que juste que l'on voit, les gens se plaignent de ce que leur coûte leurs salariés. Et la rapacité de certaines personnes qui veulent faire plus de fric, c'est tout. Hein, c'est aussi ça, au dépend de les humanitaires d'ailleurs qui se disent plus il y en a, plus je me vante. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier ce côté-là. Parce que c'est des milliards. Bien sûr. Allez, messieurs, on va arrêter, on va passer à nos coups de gueule, nos coups de cœur, et on se retrouve dans quelques secondes pour Laurent Arthur Duplessis qui va ouvrir le feu. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Allez, rebonjour. Les coups de gueule et les coups de cœur, c'est Laurent Arthur Duplessis qui a un coup de cœur sur l'IA. Alors là, vous me surprenez beaucoup, hein. Non, mais l'intelligence artificielle, même si on conteste son caractère d'intelligence, néanmoins, il faut bien reconnaître que c'est un auxiliaire, une prothèse, un bras armé, si je puis dire, pour l'intelligence humaine qui est phénoménal. Et on voit bien déjà comment, grâce à l'intelligence artificielle, la recherche médicale, par exemple, a trouvé de nouvelles molécules thérapeutiques. Oui, on dit que dans les 2-3 ans qui viennent, beaucoup de molécules vont sortir grâce à ça. Exactement. Et donc l'intelligence artificielle va faire un bond à la pharmacie, à la pharmacologie, à la science médicale, par exemple. De même, pour la gestion, par exemple, des circuits de communication, des voies de communication ferroviaires, routières, etc. C'est une révolution. L'optimisation des circuits, par exemple, de distribution. Et donc les gains de productivité absolument prodigieux, mais prodigieux, que cela va entraîner, l'intelligence artificielle, et que ça commence déjà à entraîner. Alors évidemment, l'inconvénient de la chose, c'est que ça assume des fonctions de plus en plus complexes intellectuellement, par exemple dans les cabinets juridiques avec les recherches de jurisprudence, etc., dans les cabinets d'architecture avec l'élaboration des plans, et ainsi de suite. Et le travail humain va se réfugier de plus en plus dans des donjons très, très circonscrits, qui vont nécessiter d'être plus ou moins surdoués, d'avoir un QI supérieur à 130, etc. Bon. ChatGPT à la mairie de Paris, par exemple, à mon avis, ça serait moins la pagaille de trafic. Et d'où la question de savoir si ça va déboucher sur une société du non-emploi. D'ailleurs, tous les manias de la Silicon Valley disent il faut commencer à penser à un revenu universel. Pourquoi ils disent ça? Parce que, évidemment, ils voient le coup venir. Si on n'a pas 142 QI, il y a des choses qui seront remplaçables. Voilà, Alors, je vous promets une chose, messieurs, et vous qui nous écoutez, on fera un débat sur l'IA, sur nos pratiques de l'IA, sur nos craintes de l'IA, voilà, avec aussi le regard en arrière sur les inventions précédentes. Mais là, on sent bien qu'on est dans un tournant de nos vies. Alors ça, c'était votre coup de gueule et votre coup de cœur et votre coup de gueule maintenant. Alors le coup de gueule, c'est vraiment l'industrialisation qui est un désastre français notamment, mais qui devient un désastre allemand aussi maintenant. Parce que l'affaire ukrainienne et les embargos ont tellement augmenté le prix de l'énergie en Allemagne. Vous nous l'aviez annoncé dès le début de la guerre. C'est très frappant. Du nucléaire, tout de même. Et l'arrêt du nucléaire, etc. Alors, le bon côté de l'affaire, si on peut dire, c'est que la France a un avantage compétitif colossal avec son nucléaire, colossal. Heureusement, on a commencé à retaper nos centrales en tournant le dos au délire écologiste. Et on vend de l'électricité partout, pour plusieurs milliards par an. Néanmoins, là où c'est désolant, c'est qu'il y a des centaines de petites, moyennes et entreprises qui font faillite
parce que on paye beaucoup trop cher l'énergie, alors qu'on la produit pas cher du tout avec nos centrales. Mais c'est à cause du marché européen d'électricité qui est une aberration. Et quant aux grandes entreprises, qui, elles, peuvent se délocaliser, elles commencent de plus en plus à envisager d'aller chercher de l'énergie pas chère sur le sol américain, en profitant en plus des avantages fiscaux offerts par les États-Unis. Et donc, notre désindustrialisation galope. Et quant aux Allemands, eux, ils sont tellement déboussolés par le prix de l'énergie que beaucoup commencent à dire qu'il faut rétablir les flux gaziers avec la Russie pour éviter un naufrage économique colossal qui ne serait pas bon pour nous. Parce que 40% de notre commerce extérieur se fait avec l'Allemagne. Donc, par effet domino, nous serions nous-mêmes impactés. Merci, Laurent. Gérard Bardier, alors vous avez un coup de cœur sur... Ah oui, Violette d'Orange, merveilleux. Et un coup de gueule, on va revenir dessus. Violette d'Orange, formidable. Ben oui, écoutez, dans cette France qui est morose, qui est angoissée, qui se voit... s'effondrer, le sourire, la positivité, la joie de vivre de Violette d'Orange, ça m'apparaît quelque chose de formidable. Cette navigatrice toute jeune, cette aventurière qui a 23 ans, a été la première femme à terminer le Vendée Globe après 90 jours de mer seule, dans des conditions très difficiles parfois. Certes, elle s'est classée 25e, mais à son arrivée au Sable d'Olonne, elle était la première à l'applaudimètre. Et moi, je suis convaincu qu'elle est la première dans le cœur des Français et qu'elle le restera longtemps. Elle est courageuse, sympathique, elle est naturelle. Et vraiment, c'était un coup de cœur, je crois, qui était nécessaire. C'est une femme de son époque, elle a pris la mer, seule, on le sait, en embarquant plus d'1 300 000 fidèles abonnés sur ses réseaux sociaux. C'est la reine des réseaux sociaux. Et tous les jours, 2 fois, 3 fois par jour parfois, elle intervenait dans les pires conditions parfois, alors que la mer était déchaînée, et elle donnait de ses nouvelles toujours avec le sourire, toujours optimiste. Un jour, elle a eu un problème technique, elle a grimpé en haut du mât, ça balançait comme pas possible, la mer était très secouée et tout. Eh bien, de là-haut, elle envoyait son message et elle riait, elle était positive et tout. Alors oui, 1000 fois merci à Violette d'Orange. La France vous aime. Et puis, le qualificatif de petite fiancée de la mer avait été en son temps attribué à Florence Artaud. Mais je crois que Violette d'Orange peut le recevoir aujourd'hui et que de là-haut, Florence Artaud en est parfaitement d'accord. Ok, ça, ce qui va vous faire plaisir, c'est qu'elle a annoncé sa participation en septembre 2025 à la Transat. Oui, et elle a dit dès hier qu'elle voulait aussi, dans 4 ans, repartir pour un autre Vendée Globe. Donc, oui, et vous savez pourquoi ? C'est parce qu'elle n'a pas bien vu le Cap Horn quand elle est passée. Oui. C'est formidable. Elle sera bien meilleure parce qu'elle n'a pas cherché à gagner du tout, parce que son objectif, c'était d'être la plus jeune. Donc, il fallait qu'elle termine. Donc, elle n'a pas poussé le bateau à fond, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce que si elle avait cassé, c'est l'Anglaise qui avait le record à 24 ans. Donc, il fallait qu'elle termine. Mais si elle le refait comme elle aura déjà le record, elle ira beaucoup plus vite. Vous êtes en train de prendre votre temps de parole, hein, vous avez remarqué. Hein. Pas de souci. Non, mais... Gérard Bardier, vous avez un coup de gueule. Alors mon coup de gueule, il est permanent depuis des années. Hein, c'est un coup de gueule contre tous ces ozos, j'allais dire. Non, c'est pas gentil. Je retire le mot. Tous ceux et toutes celles qui, à droite, commencent dès maintenant à annoncer leur candidature à l'élection présidentielle. Mais où sont ces gens ? Sur quelle planète vivent-elles ? La France est dans un moment de trouble, d'inquiétude, d'affaissement, comme je l'ai dit. Les Français sont inquiets. Et c'est dans cette France qui, selon les études d'opinion, est majoritairement à droite, autour de 65-70%, nous disent à peu près toutes les études. Eh bien, on voit fleurir tantôt Wauquiez et Retailleau. Ah, mais en plus, Wauquiez et Retailleau se boufferaient le nez. Et puis il y a Darmanin, et puis il y a Xavier Bertrand, et puis il y a De Villepin, et puis il y a Édouard Philippe, etc. Et ça va cesser quand, cette histoire ? C'est une triste image de cette famille de pensée que les Français attendent vraiment, et ils donnent un pire spectacle. Alors, j'ai même vu hier sur les réseaux sociaux que Pierre de Gaulle, le petit-fils du général, a créé son mouvement
en vue de se présenter à la présidentielle, donc. Okay. Et il a déjà une équipe de 400 pionniers, je prends le mot qu'il a utilisé, pour déjà l'entourer et conquérir le pouvoir. Alors mettons de l'ordre là-dedans, parce que si on veut faire la part belle à Jean-Luc Mélenchon et l'installer au pouvoir, on ne s'y prendrait pas autrement. Donc, non, vraiment, ces gens-là méritent un coup de pied aux fesses. C'est pire qu'un coup de gueule. Merci beaucoup. François Martin, qui a un tout petit temps de parole pour son coup de gueule et son coup de cœur. Je sais être synthétique. Qui est de ses Trump. Vous savez être synthétique. Okay. On y va, c'est le défi. Mon coup de... Qu'est-ce que j'ai dire coup de cœur, c'est Trump. Okay. La façon dont il a réussi à se faire élire, à passer à travers toutes les difficultés, etc., cette force de caractère incroyable qu'il a eue, résister à 3 attentats, dont un à quelques millimètres de sa tête, la façon aussi de son discours d'ouverture, où en fait il transforme avec une morgue absolue sa défaite en victoire, parce qu'il est là pour solder l'héritage de l'empire américain démocrate, en fait. Il est là pour ça. Et il dit, l'âge d'or des États-Unis commence aujourd'hui. Enfin, c'est génial, quoi. D'arriver à dire, écoutez, je suis pas en train de tout bazarder, je bombe le torse et je dis, je suis le chef d'une nouvelle ère. Je trouve ça fantastique. Ce type a quand même des qualités absolument exceptionnelles. La façon dont il dégomme partout où il peut les pédophiles et l'USAID, où on découvre brutalement que l'USAID, la CIA, distribue de l'argent au monde entier et à tous les voleurs, les tricheurs etc. C'est les wokistes du monde entier. Je trouve ça formidable. Ça, c'est votre coup de cœur. Et vous avez un coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est Trump. Oui. Parce que après avoir autant gagné et aussi bien, d'une façon aussi géniale, la façon dont il est en train de s'en sortir pour essayer de se sortir des pièges qui ne sont pas faciles, je suis d'accord, à Gaza, d'une part, et de l'autre part, enfin, d'essayer en Ukraine, essayer de négocier les terres rares, comme si Zelensky avait les moyens de lui donner les terres rares alors qu'elles sont sous le contrôle des Russes. Enfin, ça tient pas la route. À Gaza, où il dit on va déplacer Gaza, on va déplacer les Gazaouis, etc. Et toutes les belles âmes dites salauds, fascistes, les mêmes belles âmes d'ailleurs qui n'ont jamais dit un mot quand il y a eu 100 000 tonnes de bombes qui sont tombées sur les Gazaouis. On les a pas entendus, mais aujourd'hui on les entend. Enfin, je trouve qu'ils se démerdent comme un manche. C'est-à-dire, la première partie de la partie de cartes, il ramasse tout, et dans la deuxième partie, il bidouille les cartes. Je trouve qu'il se démerde comme un manche. S'il voulait faire, pour prendre le cas de Gaza, à ses soutiens de la droite israélienne, le coup de Mostaganem, qui consiste à leur dire, comme De Gaulle l'avait fait, en 58, le 6 juin 58 à Mostaganem, vive l'Algérie française. S'ils voulaient leur dire, vive le grand Israël, pour les couillonner, pour leur dire, on gagne un peu de temps, mais de toute façon, on fera l'État de Palestine parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Ils pourraient s'y prendre, à mon avis, d'une façon plus intelligente que l'impression de patouillage qu'ils donnent aujourd'hui. Voilà. Ouais. La difficulté, c'est... Conquérir le pouvoir, c'est une chose. Bien l'appliquer et bien l'utiliser, c'est une autre. Hein. Je vais terminer avec ça. Il y a une phrase de Machiavel qui dit que quand on conquiert le pouvoir par la vertu, on le gagne par la chance. Quand on le conquiert par la chance, il faut le gagner par la vertu. C'est-à-dire, quand vous avez eu, ils constatent ça chez les chefs d'État, quand vous avez eu beaucoup de mal à prendre le pouvoir, après, vous le dirigez relativement facilement. Par contre, quand ça vous est venu comme ça par la chance, après, c'est très difficile de gagner le pouvoir. Alors lui, il l'a conquis par la vertu, et je constate qu'il va être obligé de le garder aussi par la vertu. Voilà. La tâche est difficile. Merci François, et merci pour cette belle citation. Je crois que ça va nous donner du grain à moudre pour une partie de la journée. Voilà, c'est ça. Allez, François Devoyer. C'est terminé. Si, il vous reste 2 fois 1 minute 30. Alors, je vais être un coup de gueule et un coup de cœur. Un coup de gueule pour commencer, ce qu'il faut finir sur un peu d'espérance. Ouais. Le coup de gueule, c'est Jean-Marc Morandini, qui a été condamné en appel pour harcèlement sexuel. Il se pourvoit en cassation, et c'est au nom de ce pourvoi en cassation que CNews va le garder à l'antenne. Et en fait, je suis inquiet parce que d'abord, l'affaire est sordide. C'est l'une des 2 affaires. Je ne vais pas parler de l'autre qui est encore plus sordide et qui va être jugé en appel bientôt. Là, il a été condamné donc à 18 mois de prison avec sursis pour s'être fait passer pour une femme sur les réseaux sociaux, justement, avec sursis, et pour demander à des jeunes gens, des garçons,
dans le cadre de casting, de se masturber, de se mettre nu, de se raser le pubis, enfin toutes sortes de choses sympathiques. Donc il y a à la fois cette manipulation, voilà, et puis le problème de harcèlement sexuel purement et simplement. Et ça me gêne effectivement parce que j'entends beaucoup dans notre camp, soit qu'on jette un voile pudique, soit qu'on dise ah oui mais il fait du bien à la cause. Je crains parfois qu'on remplace les Gérard Miller ou les Jack Lang par nos propres turpitudes et des gens qui ne seraient pas beaucoup plus utiles à la moralité publique et au bien commun. Donc attention à faire aussi le ménage chez nous, même si on peut imaginer qu'on va perdre un peu de temps ou que ça va nous faire perdre un peu de points vis-à-vis de l'opinion publique. Je pense que c'est vraiment une saine chose que d'avancer le slip propre, comme aurait dit Jean-Marie Le Pen. Tu peux envoyer un petit mot à Musk en disant Morandini, point d'interrogation. T'es sûr qu'il tirera dans les 24 heures, là, c'est clair. Si seulement. Mais justement, je ne pense pas. Ça, c'était votre coup de gueule. Et votre coup de cœur, c'est le succès de la coordination rurale. Alors, je ne sais pas si ça parle à beaucoup d'auditeurs, mais il y a eu les élections syndicales agricoles récemment. Auparavant, c'était la FNSEA, donc l'agrochimie partout. Qui a l'oreille des gouvernements sans interruption depuis 50 ans. Exceptionnellement, ils sont passés en dessous des 50%, cette FNSEA. Ils sont toujours majoritaires, mais la coordination rurale, qui n'avait que 3 chambres à l'occasion de la dernière élection, a réussi à gagner 14 chambres cette fois-ci et dirige même une région, la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est une très bonne chose. Ça en dit long aussi, comme la coordination rurale est très proche du Rassemblement national, sur le travail de fond, de notabilisation, d'infiltration, j'allais dire, dans les milieux syndicaux, les milieux professionnels. Et oui, je pense que c'est une vraie lueur d'espérance pour les victoires à venir. On ne l'a pas assez noté, mais vraiment, ça fait beaucoup de bien de voir d'abord une hégémonie malsaine tomber et de voir des gens de qualité, parce que j'en connais beaucoup et ce sont des gens bien, qui luttent contre justement une vision globalisée, contre les traités internationaux type Mercosur, et qui, je pense, ont une vision de l'agriculture saine et équilibrée. Donc c'est une grande victoire. Merci beaucoup. Tu dis ça d'autant plus, si je me permette, que c'est ton métier. Martin, oui, ça l'est. C'est ton métier. À moitié, mais oui, en partie. Ah oui. En partie. Ok, merci. Et puis, alors, vous avez tenu vos 2 fois 1 minute 30 sur le fil. Hein. Impeccable. Écoutez, messieurs, merci beaucoup. À vous tous, rendez-vous dans 15 jours avec de nouveaux invités et de nouveaux sujets. Au revoir.